Peut-on tomber amoureux de l'Ukraine si on a 20 ans et qu'on est français? Comment apprendre l'ukrainien et parler sans accent? L'Ukraine peut-elle devenir un pays à vivre pendant la guerre? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Alexis Odonné, qui a commencé son apprentissage de l'ukrainien en 2018. Il travaille et habite en Ukraine depuis 2020. Alexis travaille comme traducteur pour plusieurs organisations et projets, dont l'Ukraine Crisis Media Center, et il parle l'ukrainien couramment et sans accent. Alexis, bonjour. Vous travaillez à l'Ukraine Crisis Media Center comme notre traducteur depuis 4 ans bientôt. C'est ça. Vous êtes aussi responsable de nos réseaux sociaux tels X, Facebook et autres. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est que vous avez appris l'ukrainien depuis 2018, vous parlez d'une manière courante. Il est impossible pour un Ukrainien ordinaire de deviner que vous êtes français, vous n'êtes pas ukrainien, parce que vous parlez sans accent. Et donc, vous avez fait ce choix exotique de vous installer en Ukraine en 2020. Vous y habitez d'une manière permanente. Donc, parlons de ce choix d'apprendre l'ukrainien, d'aimer l'Ukraine au point d'y être physiquement en permanence, même pendant la guerre. Comment est-ce que cette histoire a commencé ? Merci beaucoup déjà Tetiana de l'invitation, c'est un plaisir pour moi. Donc comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, depuis même fin 2021 où j'ai commencé à travailler en partenariat avec l'Ukraine Crisis Media Center pour la traduction de certains textes, justement avant la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Et pour moi, ce choix d'apprendre l'ukrainien m'est venu très spontanément et c'est ce que je raconte justement sur mes réseaux sociaux en ukrainien, effectivement. C'est que j'ai commencé à apprendre l'ukrainien quand j'ai commencé à rencontrer des Ukrainiens. En fait, j'ai rencontré des Ukrainiens pour la première fois de ma vie, puisque je viens d'une petite ville en région parisienne où je n'avais jamais vu d'Ukrainien auparavant. Du moins, je n'y avais jamais prêté attention. Et j'ai rencontré des Ukrainiens pour la première fois, du coup, en 2018. Et j'étais en service civique, en fait ce qu'on appelle le service civique en France, qui est un programme mis en place pour le gouvernement afin de faire du volontariat. C'est possible de le faire en France et c'est possible de le faire à l'étranger. Et comme mon frère avait fait du volontariat en France avec ce service civique, j'ai décidé de me renseigner sur ce que c'était. Et du coup, après l'école, donc après avoir fini le lycée, donc quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à m'intéresser à des projets de volontariat à travers le monde. Et j'ai été pris à Londres, en banlieue de Londres, du coup, pour faire du volontariat. J'ai fait du volontariat pour une organisation qui s'appelle YMCA, qui est très connue à travers le monde, et surtout en Angleterre. Et en fait, c'est grâce à cette organisation que j'ai commencé à faire des projets à travers l'Europe et j'ai participé notamment à un projet près de Strasbourg avec cette organisation où il y avait des gens de plusieurs nationalités, dont des Ukrainiens. Voilà, j'y viens enfin. Et ces Ukrainiens que j'ai rencontrés, ils ne parlaient pas très bien anglais. En fait, ils parlaient ukrainien entre eux. Ils venaient de beaucoup de régions d'Ukraine. Donc, ils venaient du sud, de l'est, de l'ouest, du nord. Et en fait, ils parlaient tous ukrainien entre eux et ils ne parlaient pas beaucoup anglais avec nous. Et j'avais du mal à les comprendre. Mais c'était des gens qui étaient très chaleureux, même s'ils ne parlaient pas notre langue, ils ne parlaient pas l'anglais, donc la langue qu'on avait en commun avec les autres nationalités. Ils étaient néanmoins très très chaleureux et on
sentait qu'ils voulaient du coup communiquer avec nous. Et ils m'ont appris certaines phrases en ukrainien, notamment une phrase ukrainska mova дуже гарна, qui veut dire la langue ukrainienne est très belle. Et c'est avec cette phrase que je suis revenu à la maison en été du coup 2018. Je suis revenu aller voir ma mère et je lui ai dit que j'ai rencontré des Ukrainiens, ils m'ont appris cette phrase et la langue ukrainienne m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup la langue ukrainienne. J'ai bien aimé leur culture aussi. On avait des espèces de soirées culturelles avec plusieurs nationalités. Donc, il y avait les Ukrainiens avec leurs vareniki, avec leurs deruny, donc les plats traditionnels ukrainiens. Voilà, donc j'ai annoncé ça et j'ai commencé à chercher une université puisque le service civique, en fait, le problème avec le service civique, c'est qu'il ne dure qu'une année. En fait, on ne peut pas prolonger son service civique. Il ne dure qu'une année. Donc, après cette année de service civique, qui est une sorte d'année sabbatique après l'école, en fait, que j'ai faite, je me suis dit que je voulais aller à l'université. Je voulais voir ce que ça faisait d'être à l'université, etc. Je voulais tenter ma chance. Et on a un site, donc pour les Français qui nous regardent, qui savent, on a un site du coup pour choisir ses souhaits, en fait, pour chaque université. Et j'ai tapé dans la barre de recherche comme ça, ukrainien. Oui, voilà, juste comme ça, voilà, comme langue. Et j'ai vu qu'il y avait un résultat. Et c'est l'Institut des langues et civilisations orientales qui s'appelle l'INALCO, qui est, à mon avis, qui est non seulement le seul endroit en France où on pouvait apprendre l'ukrainien en 2018, mais en plus, un des seuls endroits en Europe qui offre un diplôme vraiment d'ukrainien. Donc moi, j'ai un diplôme de langue et civilisation ukrainienne. Donc en fait, c'est mon diplôme. Donc avec ce diplôme, le choix logique est bien sûr d'aller en Ukraine. Voilà. J'imagine que donc, revenons d'abord à vos études, parce que vous avez passé au moins quelques années à l'INALCO. C'était 4 ans, c'est ça? Ou c'était 6 ans? Alors, c'est 3 ans, 3 ans de licence. 3 ans de licence, ouais. Donc, nous connaissons tous Irina Dmitrichine, qui était d'ailleurs invitée dans son podcast aussi, avec le sujet, c'est Irina Dmitrichine, qui est historienne, scientifique, traductrice éminente, qui a eu un prix international pour ses traductions depuis l'ukrainien vers le français. Et donc, j'imagine un peu l'étonnement, en fait, de l'équipe de l'INALCO de voir un jeune homme qui se présente, qui n'a pas de racines ukrainiennes, qui n'a pas d'affiliation ukrainienne et qui a quand même fait ce choix que d'apprendre l'ukrainien. Comment c'était? Est-ce que c'était dur d'apprendre, de faire les études? Combien vous étiez déjà comme étudiant? Très bonne question. En fait, alors il faut savoir que je n'étais pas seul, donc on était 2 officiellement à aller dans cette université à faire les cours. Et au début, donc quand je vois sur ce site qu'il y a l'INALCO, donc comme choix, je vois qu'il y a 50 places restantes. Donc on a le nombre de places dans la liste de souhaits et il y a le nombre de personnes qui ont déjà candidaturé du coup pour aller dans cette université. Il y avait marqué 0. Et du coup, je me suis dit... concours, quoi. Voilà, je me suis dit, je vais écrire ma lettre de motivation et j'ai mis ça en premier souhait. Et du coup, j'ai été pris et comme vous l'avez dit, donc Irina Dmitrichine, qui est, je tiens à le dire aussi pour les gens qui nous regardent, une personne éminente en France qui a fait beaucoup de traductions lors de sa vie et qui a quand même trouvé le temps de nous enseigner l'ukrainien en même temps, qui n'était pas la seule professeure, mais qui était notre professeur principal et qui m'a beaucoup inspiré dans mon voyage linguistique, dirait-on, puisque à la base, moi, je ne connaissais rien de l'Ukraine. Je ne connaissais absolument rien et c'est ce qui aussi m'a donné beaucoup de courage, en fait, puisque j'avais tout à découvrir de l'Ukraine. Et donc, Irina Dmitrichine a été la personne principale à m'inspirer, à me donner beaucoup de motivation pour apprendre la langue ukrainienne, étant donné qu'il y avait aussi le prisme historique, le prisme de traduction. Elle m'a inspiré à devenir traducteur aussi. Et est-ce que c'était dur d'apprendre l'ukrainien? Oui. On a commencé par l'alphabet. C'était dur. On a commencé par l'alphabet et comme j'ai dit, donc on était 2 principalement. Mon camarade de classe qui s'appelle Tanner, qui est américain.
en fait, et Tanner, donc, qui vit en France actuellement. Et lui, en fait, son histoire, comment il a appris l'ukrainien, pourquoi il a appris l'ukrainien, est assez intéressante, puisque il a fait un voyage en Ukraine pendant une semaine. Et puis ensuite, son ami lui a dit viens, apprendre l'ukrainien à l'INALCO, puisqu'il apprenait déjà le russe, donc il connaissait déjà le russe, ce qui l'a avantagé, même si l'ukrainien et le russe ne sont pas aussi similaires qu'on le croit, puisque moi, par exemple, je ne comprends pas le russe actuellement, mais quand même, ça lui a donné un net avantage par rapport à moi au début des études. Donc moi, j'apprends l'alphabet, je reste à la bibliothèque universitaire du matin jusqu'au soir pour essayer d'apprendre l'alphabet, vraiment, puisque quand on apprend une langue, en fait, au début, après, en fait, ce qu'il faut faire, un conseil que je peux donner pour nos amis français qui veulent apprendre l'ukrainien ou n'importe quelle langue, il faut d'abord passer beaucoup de temps derrière les livres. Il faut passer beaucoup de temps donc, à réviser la grammaire, à comprendre les cas. Si c'est une langue à cas comme l'ukrainien qui a des cas, il faut comprendre voilà, comment se structure la grammaire, des mots de vocabulaire, etc. Et en fait, il faut tout faire pour que l'apprentissage devienne passif. En fait. Et ensuite, on peut se reposer sur ses lauriers, entre guillemets. Et en fait, on peut faire tout ce qu'on fait en français, mais le faire dans une autre langue. En fait, c'est ce que j'ai fait, c'est la méthode que j'ai utilisée, même si je n'avais pas de plan structuré pour apprendre l'ukrainien. J'ai suivi les cours de l'INALCO seulement, mais c'est la méthode que j'ai utilisée. Et donc, on était deux avec des élèves de temps en temps qui viennent aussi nous rejoindre, puisque les cours à l'INALCO, certains cours sont libres, donc n'importe quel élève d'un autre département peut venir nous rejoindre. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Plusieurs élèves de plusieurs départements venaient nous rejoindre. Donc, nous, on était à deux dans ce chemin, en fait, d'apprentissage de l'ukrainien. Et au fur et à mesure de la route, on avait des compagnons de route voilà, qui venaient de plusieurs professions, de plusieurs bords, et c'était très intéressant. Oui, et à quel moment de cet apprentissage-là, qui avait duré 3 ans, à quel moment vous vous êtes rendu pour la première fois en Ukraine pour justement pratiquer et pour se dire, eh, tiens, je comprends ce qu'ils disent, et eux comprennent ce que moi je suis en train de dire, parce que là, comme je viens de dire, donc vous parlez vraiment couramment et presque sans accent, ce qui est assez rare. Disons aussi ça honnêtement, quand on est français, on parle même anglais, donc il y a quand même un très fort accent. Et donc là, ce qui est très surprenant, c'est de voir quelqu'un qui parle sans accent. Ouais, alors déjà, ce qu'on peut penser, pour ceux qui nous regardent, beaucoup de gens peuvent penser que je suis polyglotte, que je connais 15 langues, par exemple. Ce n'est pas du tout le cas. Je connais l'anglais, le français et l'ukrainien, donc couramment. Voilà, parce que je suis né en France, donc je parle français. J'ai appris l'anglais à l'école et j'ai appris l'ukrainien à l'université. Donc voilà, je ne suis pas polyglotte. Ce n'est pas un don inné, en fait. Je pense que tout un chacun peut apprendre une langue s'il est accompagné par le bon professeur, ce qui était mon cas. J'étais très très bien accompagné par une équipe, voilà, une équipe de professeurs qui travaillaient cœurs et âme à ce qu'on apprenne l'ukrainien, à ce qu'on devienne à ce qu'on parle ukrainien couramment. Et donc j'étais pris sous leur aile et grâce à eux, j'ai pu apprendre l'ukrainien. Et donc ce qui est le plus difficile dans l'apprentissage d'une nouvelle langue qui n'est pas une langue comme l'anglais ou le français, une langue avec un alphabet classique, c'est qu'il faut apprendre l'alphabet. Mais l'alphabet ukrainien, qui compte, il me semble, 36 lettres, 34 lettres, voilà, si je ne me trompe pas, donc qui compte 34 lettres. 34 lettres, c'est pas beaucoup. En français, on en a quoi, 26, 23, je sais plus, je sais même plus, mais voilà, c'est pas beaucoup plus qu'en français. Et beaucoup de lettres sont ressemblantes, donc se ressemblent avec les lettres françaises, par exemple le M en ukrainien qui est comme le M français, voilà, le B ukrainien, donc qui s'écrit B, en fait se prononce V. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Apprendre l'alphabet ukrainien, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire au départ. Il faut apprendre l'alphabet et on a été vraiment guidé par nos professeurs, donc notamment par Inena Dmetreche,
chaîne, mais aussi par notre professeur de grammaire, Monsieur Shinkaruk aussi, qui nous a beaucoup aidé, notre professeur d'histoire, Jaroslav Lebedinsky, qui a écrit beaucoup de livres d'ailleurs sur l'histoire de l'Ukraine qui sont passionnants en français. Et donc, on a été vraiment très, très bien accompagnés pour apprendre Et lors de l'ukrainien. votre voyage en Ukraine, est-ce que vous avez un souvenir particulier Oui. de votre premier Oui. voyage en Ukraine, quand vous découvrez le pays qui est derrière tous ces livres, tout cet Ouais. alphabet, toutes ces heures que vous avez passées à la bibliothèque? Alors, c'est très, très intéressant comme question. En fait, le premier voyage en Ukraine, donc il faut savoir que j'ai commencé à apprendre l'ukrainien sans savoir ce qu'était l'Ukraine. J'ai jamais été en Ukraine de ma vie avant ça. Le plus loin que j'ai été dans ma vie, c'est peut-être l'Irlande. Donc, Dans d'autres directions. l'Irlande, voilà, ou la Hongrie, où j'ai ma mère, notamment, ma mère est hongroise, et donc j'ai été dans mon enfance à Budapest. Je parle très très mal hongrois, je l'ai appris déjà dans mon uświadomienie mówić, comme on dit à l'âge, voilà, mon âge conscient, comme on dit en bon français. Et donc c'était très compliqué pour moi. Mais le premier voyage en Ukraine, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai été de fin octobre 2018 jusqu'à début novembre. Donc j'ai été une semaine, peut-être 10 jours. Donc un mois et demi, parce que j'ai commencé les études, je crois, le 17 septembre 2018. Et j'étais en Ukraine, donc un mois et demi après ça. Qu'est-ce que je connaissais déjà? Avec quel bagage j'allais en Ukraine? Donc je connaissais les couleurs. Donc je me souviens, comme si c'était hier, en fait j'allais chez une amie et j'allais à Tchernihiv. C'est la première ville en Ukraine que j'ai découvert. Donc j'ai été de l'aéroport Boryspil, qui est donc à Kiev, jusqu'à Tchernihiv. Donc avant de découvrir Kiev, j'ai découvert Tchernihiv, qui était ma première ville que j'ai découverte en Ukraine, que j'avais appris en cours d'histoire, notamment ces églises, beaucoup d'histoire à Tchernihiv. Et donc j'y vais et je me rappelle que la route est toute droite. La route est toute droite pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. Le paysage reste le même. La route est vraiment très droite pour aller de Kiev jusqu'à Tchernihiv. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est la première chose qui m'a interpellé. Et deuxième chose, je me rappelle que je regarde à la fenêtre de la voiture et je me rappelle, je dis les couleurs, parce que je connaissais les couleurs en ukrainien, donc je dis Seini, par exemple, bleu, Joft et jaune. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, moi, je viens de banlieue parisienne et en fait, on a cette palette de couleurs qui est assez, généralement, qui est la même. En tout cas, moi c'est... Grise. Voilà, gris, c'est gris, vert, bleu assez clair, peut-être l'hiver quand il y a un peu de soleil, voilà, mais c'est surtout gris-vert en fait. C'est la palette de couleurs que j'avais. Et là, j'arrive en Ukraine et je regarde par la fenêtre et je vois des maisons qui sont peintes en jaune, je vois des pneus qui sont coupés en deux, qui sont peints aussi en jaune, en bleu, en rouge, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je me dis, mais c'est vraiment comme en fait c'est comme un dessin de mon enfance en fait, c'est ça. Et la vie là-bas était multicolore pour moi, même si le ciel était gris. Donc je lève mes yeux au ciel, je vois que le ciel est gris. Sur la terre, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, je connaissais les chiffres aussi. En octobre, c'était aussi... C'était en octobre, donc il faisait très froid. Et il y avait beaucoup de couleurs aussi, donc les restes de l'automne, donc les feuilles qui tombent des arbres. Et c'était très joli. Donc, c'était vraiment mon premier souvenir quand je suis arrivé en Ukraine. Et je me rappelle aussi quand j'étais encore dans l'avion, il y avait... un espèce de camion citerne en fait où il y avait marqué gaz dessus, mais gaz en alphabet cyrillique ukrainien. Du coup, Raz, c'était marqué et je voyais pour la première fois cet alphabet du coup dans la vie réelle en fait, plus dans les livres mais dans la vie réelle. Et ça m'a impressionné en fait. L'Ukraine m'a impressionné dès les premières minutes puisque c'était comme un autre monde pour moi qui avait grandi en banlieue parisienne, qui n'avait jamais été en Ukraine. C'était vraiment pour moi un autre monde et je suis arrivé avec ce prisme de déjà connaître un petit peu la langue et j'avais cette phrase écrite sur un papier qu'on avait vu en classe. C'était marqué Dozvolte vidrekomendovatesja.
Et donc, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alexis, je suis étudiant à l'INALCO. Donc, je me rappelle que l'INALCO, c'était Institut Srednjih Mov i Civilizacije, voilà, l'Institut des langues civilisations orientales. Et j'avais ça sur un bout de papier. Je le disais à tout le monde, en fait, pour me présenter, voilà, pour pratiquer. Et en fait, quand j'arrive en Ukraine, donc je découvre cette vie qui est totalement différente, mais c'est drôle puisque j'entends beaucoup de stéréotypes aujourd'hui et avant aussi, j'entends beaucoup de stéréotypes de la part des Français qui disent les Ukrainiens ne sourient jamais, c'est très soviétique, etc. Et moi, j'ai vu ça totalement d'un autre angle, mais totalement différent. Et en fait, ce qui prouve cette théorie, c'est que quand vous apprenez un petit peu la langue, et quand vous vous intéressez à l'histoire, quand vous partez de ce prisme-là, en fait, et que vous allez dans le pays directement, vous voyez tout d'un autre angle. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'Ukraine, et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de l'Ukraine, en fait. Comment c'était ces premières personnes ukrainiennes, hommes, femmes, les garçons, les filles, oui. Dans votre cas, parce que vous aviez à l'époque 20 ans J'avais 19 ans. 19 ans, oui. Donc vous étiez vous-même un adolescent. Oui. Quelles étaient vos impressions, en fait, de toute cette compagnie des Ukrainiens que vous avez découvert sur place à Tchernigiv et après à Kiev? Oui, bah, en fait, la plupart des gens avec qui j'étais donc, avaient 28, 29 ans, donc étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais les gens étaient très souriants, étaient très sympathiques avec moi. Et je trouvais ça vraiment incroyable. Enfin, j'avais jamais eu autant d'attention dans ma vie parce que je parlais une autre langue. Enfin, pour moi, c'était incroyable puisque je venais juste d'apprendre la langue. Et c'est très juste ce que vous venez de dire, Tetiana. J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 26, bientôt 27 en septembre. J'avais 19 ans quand j'ai découvert l'Ukraine. Et en fait, je suis né en France, j'ai grandi en France, mais toute mon adolescence, en fait, je l'ai passée en Ukraine, puisque une fois, donc après ce voyage, le seul souhait que j'avais, c'était d'y retourner. Je voulais retourner en Ukraine, je voulais découvrir encore plus ce pays, je voulais voir encore plus les villes d'Ukraine, etc. Surtout que c'est un pays qui est énorme, donc je voulais découvrir l'Ukraine encore plus. Et j'ai grandi en Ukraine. En fait, toute mon adolescence s'est formée en Ukraine, de mes 19 jusqu'à mes 26 ans, où j'ai regrandi en Ukraine. Et d'ailleurs, mes études, la deuxième année, en fait, on a eu beaucoup de manifestations en banlieue parisienne et à Paris surtout. Et à cause de ces manifestations, en fait, j'ai dû faire mes cours à distance, en fait. Donc, mes cours en deuxième année à l'INALCO, surtout au second semestre, il me semble, de la deuxième année, ou au premier semestre. Non, voilà, premier semestre de la deuxième année, mes cours étaient à distance à cause des manifestations. C'était avant le Covid, en fait, juste avant le Covid. Et en fait, j'ai réussi à avoir un stage, j'ai réussi à obtenir un stage en Ukraine, donc où j'ai travaillé à l'école internationale de Kiev, donc qui se trouve à Puszcza-Wodycia, où j'étais nourri, logé. C'était une expérience incroyable pour moi. Et donc, c'était de janvier jusqu'au 18 mars 2020. Et on sait tous pourquoi. En fait, voilà, je commence à recevoir des mails de mon université, comme quoi tous les étudiants qui sont en Erasmus doivent rentrer. Je me suis dit, ça va, je ne suis pas en Erasmus, donc ça ne me concerne pas. Et puis ensuite, tous les étudiants qui sont en stage. Bloqué, c'est-à-dire pendant cette période Covid. En fait, j'étais bloqué et la directrice de l'école me dit, écoute, la situation est assez compliquée. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est super, je vais avoir des vacances, voilà, je vais être en vacances pendant une semaine, etc. Ensuite, ça sera réglé. Mais en fait, la situation s'est empirée et la directrice de l'école m'a informé que les frontières allaient être fermées. Et moi, je me suis dit, mais dans quel monde les frontières seront fermées? C'est pas possible. On a déjà oublié ça. Voilà, on a déjà oublié. Mais c'est Covid. Et en 2019, enfin maintenant la guerre, etc. Maintenant, on prend même plus l'avion. Ici en Ukraine, on va en train pour aller à l'étranger. Mais à l'époque, dire que les frontières étaient fermées en 2019, c'était vraiment un choc. C'était un choc. Et moi, j'y croyais pas. Mais donc, au final, prisonnier ukrainien. J'étais en quelque sorte, mais j'ai vite contacté l'ambassade puisque je ne savais pas quoi faire.
faire. Ils m'ont dit effectivement que les frontières allaient être fermées. Et du coup, ils m'ont proposé un vol, un des derniers vols en fait, qui partait de l'Ukraine, de Kiev, jusqu'en France. Donc j'ai dû retourner en France puisque en fait, je ne pouvais plus être en stage. Et en fait, mon stage, c'était ma maison, puisque j'étais logé en fait dans cette école, qui était magnifique. C'était vraiment une expérience inoubliable. J'étais nourri dans cette école, et puis je travaillais dans cette école. Donc sans tout ça, je n'avais plus rien en fait. Et donc j'ai dû retourner en France, même si je ne voulais pas. J'ai dû retourner en France. Et donc je suis retourné en France. Et puis là, c'est le Covid. Là, ça a été beaucoup plus compliqué. Et puis en fait, tout ce que j'ai fait pendant cette période, c'était me concentrer sur mes études et apprendre l'ukrainien sans relâche, du matin jusqu'au soir. Je me suis dit, il faut que je retourne en Ukraine. Et ce que j'ai vite réalisé, en fait, quand j'ai commencé à apprendre l'ukrainien, c'est que apprendre une langue, entre guillemets, exotique, même si l'ukrainien est parlé par des millions de personnes, mais elle est considérée par beaucoup comme exotique. Le problème avec tout ça, c'est que pour trouver un travail, c'est assez compliqué, puisque moi, en fait, je vais arriver en Ukraine et le seul avantage que j'ai, c'est que je parle ukrainien. Félicitations, tu parles ukrainien comme 39 millions d'Ukrainiens. Mais vous parlez aussi le français. Je parle aussi le français, mais voilà, c'était assez compliqué, en fait, puisque je me suis vite rendu compte que je peux faire tout ce que je veux en Ukraine, puisque je peux être n'importe qui. En fait, je peux trouver n'importe quel travail, il faut juste apprendre. Mais ensuite, je me suis dit... D'accord, mais en fait, je suis juste au niveau de l'école primaire, en fait, pour les Ukrainiens, puisque je parle un ukrainien d'un enfant d'école primaire, et c'est assez compliqué pour moi de trouver un travail. Et du coup, j'ai dû travailler sans relâche pour me dire, en fait, que j'allais devenir traducteur. J'allais devenir traducteur. Ma professeure, donc Yana Dmitrichin, m'a beaucoup inspiré. J'ai lu beaucoup d'auteurs ukrainiens, notamment contemporains, comme Serhiy Zhadan, mais aussi Shevchenko. Les poèmes de Shevchenko, à l'époque, m'ont beaucoup inspiré, et je me suis dit, il faut que je travaille sans relâche pour devenir traducteur. C'est ce qui va m'apporter une vie stable en Ukraine, puisque dans cette école, l'école internationale de Kiev, j'étais professeur de français. J'aimais beaucoup ça, mais je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie en Ukraine d'une telle manière? Donc j'ai essayé de tout faire, de travailler vraiment sans relâche. Et j'ai utilisé cette période de Covid, en fait, cette période où on était confinés. Je l'ai utilisé pour vraiment travailler sans relâche. Et j'ai travaillé. Je me rappelle, je me levais à 5 heures du matin pour travailler, pour réviser la grammaire. Et encore, c'était pas le plus difficile, mais surtout le vocabulaire, les mots de vocabulaire. Aussi, je parlais à des Ukrainiens en parallèle. Enfin, je faisais tout, mais en ukrainien, en fait. Tout en ukrainien. Je cherchais des films. Et à l'époque... Aujourd'hui, on a Netflix, etc. En ukrainien, on a beaucoup. Mais en 2018 ou même en 2019, aller chercher un film en ukrainien avec des sous-titres français ou inverse, c'était très, très difficile. Sur YouTube, sur YouTube, il y en a quelques-uns, mais on a vite fait le tour. On a vu les 5 films principaux, donc Tini Zabutek Predkiv, les autres films, etc. Les Chevaux de Feu, qui s'appelle le nom en version française. Et la musique aussi, que vous adorez. La musique ukrainienne qui m'a beaucoup inspiré. Donc j'écoutais une chanson, je regardais les paroles, etc. Donc ça, généralement, c'était dans les transports pour aller à l'université en première année. Mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que la seule année en fait complète que j'ai eue en présentiel, c'était ma première année d'études. Et ensuite, à partir de la deuxième année, ça a été beaucoup plus compliqué, puisque à partir de ma deuxième année, j'étais en distanciel. Ensuite, j'ai fait mon stage, j'ai été renvoyé, c'est encore en distanciel. Et puis la troisième année, c'est ce qui est la plus intéressante, la troisième année, en fait, j'ai été pris en échange à l'Académie Mohyla, que vous connaissez très bien, Tetiana. Donc j'ai étudié à l'Académie Mohyla, en fait, en Erasmus, qui était donc un programme tout nouveau, puisqu'il n'avait pas encore de contrat. Et en fait, on a organisé ça avec l'aide de l'ambassade de France aussi, qui m'ont beaucoup aidé, avec l'aide de mon université, du coup l'INALCO, et avec l'aide de Mohyla, donc l'Académie Mohyla. J'ai réuni tout le monde autour d'un email, et on a réussi à faire ce contrat. J'ai réussi à étudier là-bas. Donc j'ai obtenu un visa étudiant. Et du coup, le 29 décembre 2020,
J'ai déménagé en Ukraine, donc au début avec un visa étudiant. Donc grâce à ce visa étudiant, j'ai pu passer 6 mois en Ukraine. Et ensuite, je me suis marié, donc je suis resté en Ukraine. Donc depuis le 29 décembre 2020, officiellement, voilà, j'habite en Ukraine, même si je venais régulièrement, voilà, tous les 3 mois, tous les 2 mois, quand j'avais l'occasion, sans visa. Et du coup, voilà, je vis en Ukraine depuis 2020 officiellement. 2020, officiellement. Et donc, dans tous ces pèlerinages qui sont absolument inhabituels, évidemment, pour un itinéraire classique français, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'interrogations de la part de la famille. Oui. Je veux dire, votre père, votre mère, ils se posaient qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Pourquoi Ouais. l'Ukraine? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas l'Angleterre? Pourquoi pas l'Italie? Bah, il aime les couleurs, mais bon, on va en Italie, on en trouve, ou bien en Espagne, donc dans un espace un peu plus connu, ou même ou à Budapest, en Hongrie, oui, mais l'Ukraine, c'est un peu trop long. Est-ce qu'il y avait, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des interrogations de ce type et des non-compréhensions de ce type? Bien sûr. Alors, dans mon entourage, tous mes amis, en fait, ils ont subi un cours d'histoire de 2 heures et demie à chaque fois qu'ils me demandaient pourquoi l'ukrainien. Voilà, j'expliquais pourquoi j'étais amoureux de l'Ukraine, j'expliquais la révolution du Maïdan, j'expliquais la guerre dans le Donbass, pourquoi c'est aussi important d'en parler. Et même à cette époque, pour moi, c'était très important, voilà, de soutenir le peuple ukrainien, et encore plus maintenant. Mais voilà, donc mes amis au début ne comprenaient pas, mais je leur ai expliqué, voilà, et ils ont vu en fait dans mes yeux cet amour inconditionnel de l'Ukraine, et donc ils ont vite compris. Donc ils sont très compréhensifs de ça, mais avec toute la guerre à grande échelle aujourd'hui, c'est compliqué aussi pour eux de comprendre. Par exemple, j'étais en France la dernière fois cet été, et un de mes amis proches, Théo, me demande, mais est-ce qu'aux infos, quand même, ils en font pas des tonnes? Est-ce qu'ils n'abusent pas, puisqu'ils parlent de missiles, etc., de frappes de missiles tous les jours? Et en fait, je lui dis, mais en fait, c'est pas qu'ils en font des tonnes, ils n'en parlent pas assez. En fait, ils croyaient qu'on exagérait les choses. Oui, voilà, ils pensaient qu'on exagérait. Beaucoup de Français m'ont demandé ça. Voilà, est-ce que tu penses que c'est un peu exagéré, etc. Parce que toi, tu me dis que tout va bien, etc. Mais en fait, c'est pas exagéré, c'est l'inverse. C'est l'inverse. En fait, une chaîne qui parle beaucoup de l'Ukraine, notamment LCI, que je regarde assez souvent, mais c'est partout, c'est tous les jours il y a des frappes, partout en Ukraine. Et en fait, ça ne veut pas dire que moi, parce que j'habite à Lviv, que j'ai moins de frappes, qu'il n'y a pas de frappes à Kiev ou à Zaporizhia ou sur le front, ou à Tchernihiv, justement, voilà. C'est en fait... Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de chaînes d'information, en fait, il se passe tellement de choses. L'Ukraine est un pays tellement grand, et la surface occupée de l'Ukraine, c'est un territoire qui est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine, et le front est très large. Voilà, c'est ça. Et le front est tellement, la ligne de front est tellement longue, en fait, qu'on ne se rend pas compte que au nord de la ligne de front, la situation peut être catastrophique. Au sud, ça peut être un peu mieux, mais il y a quand même des frappes, il y a des drones, il y a des morts chaque jour. Enfin, c'est quand même une situation effroyable dont on ne se rend pas compte. Donc, mes amis, je leur dis ça, voilà, je leur explique bien. Mes parents le comprennent, puisque je parle à mes parents assez souvent. J'appelle mes parents, mon père, on se parle assez souvent, ma mère aussi, et je leur explique la situation, je leur explique, voilà, les coupures d'électricité aussi, je leur explique qu'il fait froid. 24 février 2022, j'imagine, c'est le moment du choix, puisque j'imagine, c'est facile à imaginer que tous les amis, tous les parents, la famille étaient sur vos dos. Qu'est-ce que tu fais? Rentre bien, etc. Ouais. Donc, comment c'était le 24 février? Alors, mon 24 février 2022, en fait, était en France, puisque moi, en fait, 2 semaines avant l'invasion à grande échelle, j'ai pressenti que, voilà, avec tout ce que je connaissais de l'Ukraine, avec tout ce que j'avais appris, je connaissais l'histoire de l'Ukraine, je savais que l'histoire allait se répéter, que les Russes n'allaient pas abandonner l'Ukraine, puisque les Russes n'abandonnent jamais des terres volées, donc qu'ils veulent prendre. Et donc c'est ce que j'avais retenu de mes cours d'histoire. Et en connaissant tout ça et en connaissant l'Ukraine, 2 semaines avant, je me suis dit non.
je vais partir et je me rappelle de cette conversation début février avec mon père où on en a parlé et je dis à mon père, mais si on attend le jour où ça arrive, les aéroports seront fermés, ça sera impossible, il y aura 40 heures de queue, etc. Pour la frontière, ça sera impossible de retourner en France, ça sera vraiment un chaos pas possible, même depuis Lviv, ça sera très compliqué, et en plus les menaces de frappe de missiles, etc. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, et du coup j'ai dit à mon père, on va rentrer en France pendant un certain temps, et en fait je crois que j'avais pris le bus en fait pour aller en France parce que j'avais trop peur en fait. Je me suis dit voilà, si je prends l'avion, qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, ce que j'ai fait, le trajet que j'ai été depuis Lviv jusqu'à Cracovie en bus et ensuite Cracovie, j'ai pris l'avion. Le trajet qui se fait actuellement pour aller en France depuis l'Ukraine finalement. Et donc je suis arrivé en France, je crois le 18 février 2022, quelque chose comme ça, donc quelques jours, en fait, une semaine avant l'invasion à grande échelle. Puis j'arrive en France, il y a ce climat. Je louais encore mon appartement à Lviv, donc j'avais encore la location. Donc j'ai dit juste au propriétaire, je sens pas, je vais aller en France pendant quelques temps et puis après on verra. Je me suis dit 2 semaines, 3 semaines et puis voilà, puisque je venais d'aller en France en fait pour les fêtes. Du coup je me suis dit bon bah je vais y rester et puis on verra quoi. Donc j'ai eu cette chance. Et je regarde les informations le 21 février 2022 quand Poutine fait son discours et dit que voilà maintenant les régions de Donetsk et Luhansk qui sont même pas qui sont contrôlées par les séparatistes pro-russes et la Russie, il dit toute la région voilà est reconnue comme la Fédération de Russie. Je me suis dit mais ça sent pas bon puisque ça veut dire que en fait il peut attaquer à tout moment, il se donne le droit d'attaquer. Et ensuite je regarde les infos et ensuite je vois des infos comme quoi la Russie vient à la Douma russe, ils viennent de voter une loi comme quoi pour envoyer des militaires à l'étranger. Je me suis dit voilà et puis voilà et forcément voilà je me rappelle le 23 février 2022, donc dans la nuit du 23 au 24, quelque chose que j'avais prévu parce que je pensais qu'il y allait avoir quelque chose, qu'il y allait avoir une guerre massive, c'était obligatoire avec tout ce qui se passait, etc., avec les tensions à la frontière. Je me suis dit la Russie va envahir l'Ukraine. Mais j'avais très peur en fait de l'échelle que ça allait prendre, puisque je me suis dit elle va envahir toute l'Ukraine, elle va pas se limiter. J'avais reçu un email de l'ambassade de France justement comme quoi il fallait donc quelques jours quand j'étais dans le bus justement comme quoi si vous étiez dans les régions, je me rappelle il y avait les régions de Kharkiv, Donetsk, Luhansk, donc tout l'est de l'Ukraine et la région de Dnipro, mais il n'y avait pas le sud en fait. Il y avait la région de Donetsk, donc Mariupol, mais dans cet email il n'y avait pas le sud de l'Ukraine si je ne m'abuse, hein, mais il me semble qu'il n'y avait pas le sud de l'Ukraine. Je me suis dit mais c'est vraiment le premier endroit où ils vont sûrement attaquer puisqu'ils ont annexé, occupé illégalement la Crimée. Forcément, c'est devenu une base militaire. Je me rappelle de reportages où je voyais que la Crimée était devenue une base militaire, donc des reportages notamment en anglais, et je me suis dit mais c'est sûr qu'ils vont l'utiliser dans le futur, quoi. C'était leur plan. Et à quel moment est-ce que vous avez pris encore une fois la décision de rentrer dans un pays en guerre, parce que c'était la grande invasion, c'était déjà clair à tout le monde que ça n'allait pas se terminer dans 2-3 semaines, même si certains gens y croyaient, mais à quel moment vous étiez de retour? Et pourquoi? Alors, ça a été compliqué à l'époque, donc j'étais avec ma femme et... le problème, c'est qu'elle avait... Ukrainienne. Ukrainienne de Crimée, donc mon ex-femme. Et en fait, elle avait le sans visa. Donc, elle pouvait rester 3 mois en France sans visa.
Sauf que le problème, c'est qu'on était pour les fêtes, en fait. On était déjà un mois en France et du coup, il restait 2 mois. Et donc, on cherchait des solutions, etc. Et en fait, elle ne pouvait pas faire la protection temporaire pour les Ukrainiens puisqu'on est arrivé avant le 24 février. Et du coup, c'était vraiment un chaos administratif. C'était très compliqué. J'avais une amie qui apprenait le polonais que je connais depuis l'INALCO, qui était aussi avocate en immigration, qui m'a beaucoup aidé. Et on était à la préfecture. On a attendu 6 heures à la préfecture de Créteil. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, allez, on rentre à la maison, on va trouver une solution. On voulait rentrer en Ukraine, mais on s'est dit, on va peut-être un peu attendre puisque c'était assez compliqué, etc. Et tout le monde nous dit, ne rentrez pas, ça sert à rien, ça va être très compliqué. Et du coup, on a pris la décision en fait de regarder d'autres pays. Voilà, et on est tombé sur la Grande-Bretagne. En fait, la Grande-Bretagne qui donne une protection en fait pour les Ukrainiens qui habitaient en Ukraine du coup au 1er janvier 2022 et pour leur époux en fait. Donc moi, j'avais le droit d'avoir un visa techniquement. On s'est dit peut-être rester en Angleterre quelques années. Je connais bien ce pays, etc. Pourquoi pas ? Et au final, j'ai pas obtenu mon visa puisque ça mettait trop de temps en fait et ça m'énervait. Je me suis dit bon, je peux être 6 mois là-bas sans visa, c'est pas grave. J'ai repris mon passeport du centre des visas. Ma femme a obtenu son visa. On a été en Écosse, donc on a trouvé des sponsors. Donc pour ma femme, surtout, elle a été 1 mois là-bas. Ensuite, je l'ai rejoint, donc on a été en Écosse. Et puis, on a tenu encore 1 mois là-bas. Et puis, on a pris la décision en été du coup 2022 de rentrer en Ukraine. On s'est dit, écoute, voilà, ça nous manque trop. L'Écosse, c'est bien d'être au chaud, etc. Et c'est ce que je retiens de tout ça, de toutes ces péripéties à l'étranger. À chaque fois, c'est que c'est bien d'être au chaud, c'est bien d'être en France. C'est ce que je dis à mes parents, mais c'est pas comme en Ukraine en fait. Il nous manque beaucoup de choses en fait. Et la chose principale qui nous manque, c'est le peuple ukrainien. Et c'est ce qui me manquait à l'époque. Et du coup, on est retourné à Lviv. Donc, on a vécu à Lviv. Et puis, depuis, donc, on n'est pas retourné en France. Donc, j'ai obtenu mon permis de résidence permanent en été 2024. Donc, avant, j'étais avec le permis de séjour temporaire. Et toutes mes procédures légales en Ukraine, donc pour ouvrir mon entreprise, parce que je suis ce qu'on appelle FOP, donc auto-entrepreneur en Ukraine, mes visas, mes permis de séjour, j'ai tout fait tout seul. Ce qui est un enfer. Donc maintenant, s'il y a des Français qui nous regardent, qui veulent de l'aide, je peux les aider avec plaisir, puisque maintenant je connais tout, puisque j'ai tout fait tout seul. Mais j'imagine même pas à quel point c'est difficile pour un étranger. Et c'est dommage, mais il y a une nouvelle loi qui est passée justement quand j'ai eu mon permis de séjour permanent. Maintenant, c'est plus, parce qu'avant, le permis de séjour permanent, ça mettait 1 an. Maintenant, c'était 6 mois et je l'ai eu en 3 mois, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, c'est des choses qui ont besoin aussi d'être améliorées en Ukraine pour que plus de Français comme moi ou d'étrangers s'intéressent à l'Ukraine et puissent venir en Ukraine justement avec un permis de séjour. Et Alexis, ma dernière question, vous avez déjà, donc c'est-à-dire que vous étiez de retour en été 2022, on est en début de 26, donc ça fait déjà, on approche la fin de la 4e année de cette grande invasion russe. Vous êtes toujours ici, vous travaillez en Ukraine, vous avez votre vie privée, amoureuse aussi ici en Ukraine. Vous ne nous abandonnez pas, vous venez parfois en France pour les fêtes, pour voir vos parents, mais vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez lu beaucoup de livres sur l'Ukraine avant, en apprenant la langue. D'ailleurs, bravo pour votre clairvoyance et pour avoir appris dans les livres ce que plusieurs Ukrainiens ignoraient à la veille de la grande invasion russe. Mais qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, de quelque chose qui vous a surpris de l'Ukraine et des Ukrainiens depuis le début de cette guerre qui continue à durer malheureusement? Alors, la chose qui m'a surprise le plus et qui me surprend autant, c'est quand je prends un petit peu du recul sur cette situation. Je me dis il fait moins 20 dehors, etc. Il n'y a pas de chauffage. Je vois les générateurs. Je prends un peu de recul et je me dis, mais j'aurais jamais imaginé ça en 2019, par exemple. Déjà, ce qui s'est passé avec le Covid, mais ce qui se passe avec cette guerre, les gens sont habitués. C'est vraiment... beaucoup de gens qui sont en France et qui n'ont jamais été en Ukraine ne peuvent pas se rendre compte en fait que
les Ukrainiens vivent avec le bruit des générateurs constamment, avec le fait que l'électricité peut être coupée à n'importe quel moment. En France, on a oublié, il y a les blackouts, il y a eu une tempête en 2023 notamment, mais généralement c'est plutôt en province, dans des lieux un petit peu éloignés, mais ici en pleine ville en fait. Et déjà, ça m'avait choqué en 2022 quand les gens étaient habitués aux sirènes, aux alarmes antiaériennes, et que certaines personnes n'allaient même pas aux abris. Ça m'avait choqué. Et en fait, maintenant, je fais partie de cette normalisation. Maintenant, ça me choque plus que il fasse -20, qu'on n'ait pas de chauffage. Je vois des gens qui dorment dans des tentes chez eux, à la maison, ils dorment dans des tentes. Dans les appartements, quoi. On se rend pas compte. Et les cafés qui travaillent. Et malgré tout ça, malgré le recul que j'arrive à prendre, je me dis, mais comment c'est possible que les Ukrainiens, malgré tout ça, ils trouvent la force encore de manifester quand, par exemple, Trump veut imposer un plan de paix à l'Ukraine, quand la Russie veut imposer la paix à l'Ukraine, les Ukrainiens sortent dans la rue, ils disent non, nous on ne veut pas de plan de paix comme ça. Et c'est ce que beaucoup aussi en Occident ne comprennent pas, c'est que les Ukrainiens ne veulent pas la paix à n'importe quel prix. Ils ne sont pas fatigués de la guerre. Beaucoup d'Européens se disent fatigués de la guerre, mais imaginez-vous les Ukrainiens, comment ils vivent tout ça. Et même après tout ça, les Ukrainiens ne sont pas fatigués. Ils continuent à donner de l'argent aux forces armées ukrainiennes. Ça, il faut le savoir. Donc, ils continuent à donner de l'argent aux forces armées ukrainiennes. Ils continuent à soutenir l'Ukraine, à soutenir le fait qu'il faille défendre les territoires qui sont encore occupés actuellement. Donc, ma question à vous, Tetiana, et à tous les Ukrainiens, c'est: où trouvez-vous cette force et cette résilience? Puisqu'on parle de résilience, mais j'ai l'impression qu'on a oublié, en fait. J'ai l'impression, je radote un petit peu, je me sens vieux quand je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on a oublié le 24 février 2022, les tanks russes qui passent la frontière, tout ça est filmé, les drones, les frappes de missiles sur les grandes villes, tout ça, ça continue, tout ça, c'est tous les jours. Et j'ai l'impression, en fait, que beaucoup de gens ont oublié que c'est pas fini, quoi, que ça continue et que c'est tous les jours qu'on vit, en fait, les conséquences de tout ça tous les jours, quoi. Merci beaucoup Alexis pour vos explications, pour votre récit, et évidemment nous espérons tous qu'un jour de la victoire, vous serez aussi ici en Ukraine. Bien sûr. Et on pourra le fêter ensemble, et c'est là qu'on va se Bien dire sûr. que nous avons tenu pour quelque chose. Merci beaucoup. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Alexis Odonné, traducteur pour plusieurs organisations et projets, dont l'Ukraine Crisis Media Center. Alexis parle ukrainien couramment et sans accent. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.